Au mois d'octobre, j'ai été invitée à l'événement Neuch Pro 2024, le rendez-vous national des élus et des professionnels de la jeunesse qui a eu lieu les 9, 10, 11 octobre à Vichy. Une occasion de présenter le podcast et l'association, mais également d'enregistrer des interviews avec quelques-uns des intervenants présents. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir au fil des épisodes différents professionnels de la jeunesse sur des sujets comme la santé mentale des jeunes, le harcèlement, mais aussi sur l'accompagnement des ados d'aujourd'hui. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour Caroline. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, écoutez, moi j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans les domaines de la santé et du social, donc pour des associations de prévention, mais aussi à la protection judiciaire de la jeunesse et dans des établissements médico-sociaux. D'accord. Et aujourd'hui, donc je suis à mon compte et je suis formatrice sur diverses thématiques de santé mentale. Et j'accompagne aussi les équipes protection de l'enfance médico-sociale autour des situations sur cette thématique-là. Très bien. Alors, comment les parents peuvent repérer les signes de détresse mentale et quelles actions prendre ? Alors, comment les parents peuvent repérer ? Vaste sujet, vaste question. Je crois que la première des choses qu'il est important de rappeler, c'est que les manifestations de la détresse psychique que peuvent rencontrer les jeunes peuvent prendre différentes formes en fait. Donc, c'est pas toujours les mêmes choses chez chaque adolescent. Chaque ado est unique. Et je trouve ça important de commencer en disant ça parce que c'est aussi une manière de déculpabiliser les parents sur la difficulté qu'il peut y avoir parfois aussi à repérer. Mais en tout cas, les choses sur lesquelles il est particulièrement important d'être attentif, c'est en fait tout ce qui va concerner les changements. Donc changement de comportement, un adolescent qui dort beaucoup plus ou qui dort beaucoup moins, qui mange beaucoup plus ou qui mange beaucoup moins, un adolescent qui s'isole, qui arrête aussi ses activités qui jusque-là pouvaient aussi être source de plaisir, un adolescent pour lequel on observe une chute des résultats scolaires. Donc tous ces changements, ce sont des choses effectivement auxquelles on doit être attentif, et puis aussi des changements bien sûr d'humeur, c'est-à-dire un jeune ou une jeune qui va être beaucoup plus triste, beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus irritable que d'habitude. Les premiers signes d'alerte en fait, c'est ce mot changement qui doit nous alerter. D'accord. Pour autant, vous aurez compris la difficulté, c'est que l'adolescence, c'est aussi justement un âge où les changements sont normaux. C'est le principe, c'est le principe du développement normal de l'adolescence, c'est de changer, y compris sur les points d'ailleurs que je viens de citer. Il y a des choses qui se passent autant du côté des émotions que de la physiologie. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai insisté dès votre question sur la déculpabilisation des parents, parce que c'est pas toujours effectivement facile de repérer ce qui est de l'ordre du changement normal, de peut-être ce qui est de l'ordre de une difficulté qui va engendrer une souffrance plus importante. Je pense que ce qui est aussi important de rappeler, c'est que les parents sont pas tout seuls, et surtout il y a d'autres personnes qui sont dans l'environnement du jeune, notamment les infirmières scolaires. Qui ont aussi un rôle important, en tout cas dans la vie du jeune quand ça va pas. Et pour beaucoup où j'ai pu échanger autour de moi, l'infirmière scolaire a été la personne ressource pour l'ado, et aussi la personne qui a pu alerter le parent en cas de besoin.
Je crois qu'effectivement, voilà, l'infirmière scolaire peut être un des acteurs, mais l'important c'est de trouver en fait dans l'environnement, que ça soit l'environnement familial, amical ou effectivement scolaire ou autre, des personnes qui vont pouvoir être ressources, être attentives et parfois aussi être choisies par l'adolescent pour pouvoir parler de ses difficultés. C'est pas toujours les parents non plus qui du coup sont les mieux placés. Les ados souvent effectivement ont peur aussi d'inquiéter leurs parents, ce qui fait qu'ils n'en parlent pas toujours à leurs parents. Et donc dans l'autre partie de la question, donc c'était quelle décision prendre si jamais on repère du coup des choses qui ne vont pas. Quels sont vos conseils par rapport à ça ? Oui. Alors la première des choses, c'est vraiment effectivement de pouvoir écouter aussi ce que peut en dire l'adolescent. Donc lui faire part de ce qu'on a repéré, de ce qui nous inquiète, pouvoir lui en faire part sans jugement aussi, c'est important, et qu'il se sente effectivement reconnu dans ses difficultés, donc ne pas les minimiser non plus. Donc je pense que le dialogue en fait reste vraiment le pilier en fait de ce qui peut être fait du côté des parents. On peut pas demander aux parents d'être des soignants, c'est pas leur rôle. Donc j'insisterai plutôt sur la dimension du dialogue et puis laisser du temps aussi, c'est-à-dire que souvent effectivement l'inquiétude va faire qu'on a envie que ça se passe très vite et que parfois aussi que l'adolescent puisse aller consulter rapidement un professionnel. Alors d'une part, parfois l'ado n'est pas prêt à consulter et puis d'autre part, on peut être en difficulté aussi pour trouver des professionnels. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que sur tous ces premiers moments, l'écoute, le réconfort, l'information que peut apporter le parent en restant à sa place de parent peut être aussi vraiment capital en fait dans la suite. Merci beaucoup. Alors justement, on vient d'en parler un petit peu de l'importance du dialogue. Mais du coup, quelle est l'importance en fait du dialogue et de la prévention à la maison ? Donc le dialogue reste effectivement un outil de prévention. Plus on va être dans un environnement où on sait qu'on peut s'exprimer sur nos préoccupations, mais aussi sur nos ressentis, nos émotions, qui a la place. Plus il y a la place pour ça, plus effectivement ça va être favorable à maintenir un bien-être pour l'adolescent et puis au sein de la famille. Donc effectivement c'est un outil de prévention, mais le dialogue c'est aussi un outil important effectivement pour le rétablissement. Et comme je soulignais juste avant, je pense que c'est vraiment de la place des parents en fait leur outil principal pour contribuer au rétablissement de leur enfant. Du coup, vous parliez que vous étiez formatrice en santé mentale, donc est-ce que ça concerne le PSSM ? Oui, donc entre autres, effectivement, je suis accréditée par l'association PSSM France pour pouvoir animer les sessions de formation au premier secours en santé mentale. Et donc, il y a effectivement un module qui est spécifiquement destiné aux adultes qui veulent aider un jeune qui va pas bien. Ces modules de formation sont dits citoyens, donc ils s'adressent vraiment à tout citoyen, pas uniquement aux professionnels, et ils n'ont pas pour vocation de faire des secouristes experts de la santé mentale, mais bien des secouristes, donc des citoyens qui se sentent concernés par le sujet et qui ont envie de pouvoir agir de leur place de citoyen. Et effectivement, dans les sessions de formation PSSM module jeune, assez régulièrement, j'ai des parents qui viennent se former pour pouvoir être aussi plus à l'aise dans ce dialogue avec leurs ados. J'ai passé la formation il y a quelques semaines, mais du coup sur le module adulte. D'accord, module standard. Mais bien sûr que j'ai envie de faire celle sur les ados parce que tout le long de la formation, j'avais envie de poser plein de questions sur les ados, mais j'étais pas au bon endroit. Il fallait absolument attendre le module ado. Mais j'ai trouvé que c'est un outil vraiment incroyable et que sincèrement tout le monde devrait passer cette formation parce que c'est hyper intéressant de comprendre déjà, de déstigmatiser la santé mentale, de comprendre comment ça se passe, peut-être d'avoir plus de connaissances sur des sujets qu'on maîtrise un peu moins, et puis surtout d'avoir des ressources pour accompagner les personnes qui en ont besoin, et même des ressources
personnel en fait, en ayant conscience que oui, en fait, il y a des structures pour ça. Là, peut-être, en fait, c'est plus tel professionnel qu'un autre pour telle problématique. Et je trouve que justement, c'est incroyable d'avoir ces ressources-là. Et justement, pour les parents d'ados, ce qui le souhaitent, aller faire cette formation sur le module ado peut être vraiment hyper intéressant, en tout cas pour mieux comprendre en tout cas ce qui se passe, quoi. Et peut-être aider soit son propre ado, soit peut-être un ami de son ado qui peut en avoir besoin à un moment donné. Un voisin, un ami, c'est vraiment le principe effectivement de cet aspect citoyen. Puis vous avez bien résumé les objectifs, c'est à la fois la déstigmatisation pour que la santé mentale fasse moins peur et qu'on puisse en parler plus facilement aussi quand on rencontre un souci, et puis améliorer les connaissances et vraiment acquérir une méthodologie qui permet, je trouve vraiment de sortir, en tout cas de réduire ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand on est aux côtés d'un jeune qui va pas bien. La première réaction souvent c'est effectivement à la fois de ne pas comprendre ce qui se passe, mais surtout de se sentir très démuni. Et en ça, les formations sont effectivement assez étayantes pour les secouristes. Alors pour finir, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des parents d'ados ou des professionnels? J'ai envie d'effectivement dire que notre santé mentale, elle fait bien partie de notre santé globale et qu'il est quand même grand temps qu'on la considère au même titre que notre santé physique. Donc à la fois qu'elle nous fasse moins peur, mais qu'on puisse aussi mieux connaître ce qui peut nous aider et aider les jeunes. Et je vais rebondir sur votre dernière question, mais effectivement, j'ai envie d'inciter tout le monde à devenir secouriste en santé mentale, parce que plus il y aura de citoyens formés, plus effectivement on sera en capacité aussi de réagir au niveau sociétal. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à vous, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.